À présent, on va s'intéresser à notre invité. Je rappelle qu'il s'agit de M. Moussa Koulibaly. Avec lui, nous allons parler de la desserte en énergie en République de Guinée, en électricité, Conakry et agglomération, l'amélioration de cette desserte. Alors, M. Koulibaly, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de m'avoir invité. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, première question, au regard de ce qui s'est déjà passé, on vous avait déjà reçu sur ce plateau du Open TV Show. Je rappelle qu'il y a des mois, on connaît maintenant le tour à tour. Il y a tout le temps un planning que EDG nous donne chaque soir. Et d'ailleurs, il donne plus de communiqués que d'électricité en ce moment. Quelle est la situation actuelle de la desserte en électricité Laisse-moi me concentrer. Quelle est la situation actuelle de la desserte en électricité à Conakry? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine amélioration et qu'il reste des choses à faire, ou bien c'est déjà bien ce qu'on vit? Non, le constat est encore alarmant parce que la norme voudrait qu'on ait l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais si on constate des interruptions, si on constate des heures de non-alimentation, par ricochet, on déduit qu'on n'arrive pas à répondre aux attentes, de fourniture permanente et sécurisée de la population. D'accord, donc on peut dire que ça n'a pas nettement bougé les lignes, même si ces derniers temps, on a plus ou moins du courant que de certains, à un certain moment donné quand même. Non, ce qui se passe, le problème il a commencé depuis novembre-décembre de l'année 2023. J'étais déjà intervenu dans plusieurs émissions où j'ai tiré sur la sonnette d'alarme pour dire qu'il est urgent et impérieux de réagir. Sinon, la desserte va de crescendo se dégrader. Et on n'a pas considéré. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on est passé environ à 12 heures sur 24 d'alimentation. Il y a des jours où on a à peu près 6 heures sur 24 d'alimentation. Je pense qu'on est en train d'osciller entre ces valeurs. Maintenant, il y a eu plusieurs actions qui ont été entreprises. À date, il y a eu plusieurs solutions préconisées, notamment l'arrivée de la centrale flottante turque qui devait fournir environ 250 MW. Mais cette solution a été abandonnée. Et récemment, la solution qui a été viabilisée, c'est l'activation de l'importation de l'énergie électrique via le réseau OMVG à partir du Sénégal. Certes, c'est une puissance d'environ 120 MW, mais à date, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il y a une amélioration légère, mais ça demeure encore insuffisant dans la mesure où environ plus de 80% de l'électricité qu'on consomme sur nos systèmes interconnectés est produite à partir des centrales hydroélectriques, principalement Swapiti, Kaleta et Garafiri. À date, nous avons une baisse drastique du niveau d'eau dans ces barrages. Donc, par conséquent, on a un déficit de production qui s'estime à environ 300 MW. Donc, ce gap, on n'arrive pas à le combler. Donc, la suite logique voudrait qu'on prive certains consommateurs d'électricité. C'est ce qu'on appelle le délestage. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas l'électricité H24. Et certains reçoivent, et disons, il y a une rotation, comme vous avez dit. Il y a un plan d'alimentation des consommateurs qui a été mis en place par EDG. Et cela note qu'ils n'ont pas suffisamment de puissance aujourd'hui productive. Donc, par conséquent, ils alimentent les abonnés à tour de rôle. Et s'assurent à ce que tout le monde ait l'électricité environ 6 heures ou 10 heures. Oui, Yacine. Alors, moi, j'ai envie de comprendre quelque chose parce que chaque année, depuis que j'étais encore tout petit, j'entends la même rengaine. Il n'y a pas suffisamment d'eau dans les barrages. Il n'a pas suffisamment plu. Même si au temps du professeur Alpha Condé, on semblait avoir trouvé la solution avec le bateau truc et autres. Comment expliquer que ce problème persiste et qu'il n'y ait pas de solution? Est-ce qu'on est à date dans l'incapacité de pallier aux problèmes d'eau qu'on peut avoir en étiage? Très belle question. Vous savez, la Guinée est un pays particulier. Il n'y en a pas assez de pays comme ça dans le monde. Quand vous avez la Norvège, par exemple, 99% de l'électricité vient des barrages. Mais on comprend, c'est presque l'hémisphère nord. Ils n'ont pas assez d'ensoleillement, ils ne souffrent pas trop de la sécheresse. Donc, presque toute l'année, ils ont un débit l'eau ne s'évapore pas. Voilà, régulier. Mais par contre, nous, ici, à peine aujourd'hui, on a 4 mois de pluie, de saison de pluie réelle. Vous savez, la déforestation est passée par là. La pluviométrie est en train de se réduire de manière drastique. Et mieux,
les activités anthropiques de l'homme, la déforestation, le non-reboisement, la destruction des berges de cours d'eau, la destruction des têtes de source. Cela a une conséquence aujourd'hui. Mais la Guinée, dans sa morphologie, est que 80% vient des barrages. Mais en comparaison, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, 80% de leur production est thermique. Quand vous prenez le Sénégal, c'est le même chiffre. Quand vous prenez le Maroc, 90% est thermique. Mais la Guinée aujourd'hui s'apparente un peu à l'Éthiopie, qui a presque 90% d'hydraulique en Afrique. Et quand tu prends le Kenya, environ 90% est d'énergie renouvelable. Alors aujourd'hui, il est impérieux aujourd'hui de réagir. On doit avoir un plan de riposte à court, moyen et long terme. Mais ça doit être un plan maréchal. Ce n'est pas une mesure palliative de quelques mois. La réaction doit être vraiment importante et vraiment profonde aujourd'hui pour pouvoir... Et quelle devrait être cette réaction? Parce que moi, honnêtement, j'entends les mêmes problèmes, j'entends les mêmes solutions, il faut de l'eau, mais quelles devraient être les solutions durables pouvant nous permettre de sortir de ça? Je parle de solutions parce que normalement, si la solution était durable, celle qui avait été trouvée au temps du professeur Alpha Condé, on ne serait pas retombé dans ça. Je pense que je me demande même si le courant qu'on avait en son temps, ce n'était pas un mirage. Aujourd'hui, comment on en est arrivé là? Parce qu'il était là aussi, mais on avait le courant. Et quelle est cette solution Marshall que vous proposez? D'accord. Pour revenir rapidement à votre question, ce qu'il faut comprendre, vous savez, la demande en électricité est croissante. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agglomération s'agrandit. Conakry, il y a 40 ans, 50 ans, peut-être s'arrêtait à Bessia ou bien à Kipé. Un exemple, voilà. Mais aujourd'hui, vous avez le Grand Conakry. Conakry et Forikaria font presque une ville. Conakry jusqu'à Tanene fait une ville, jusqu'à Kindia. Donc, c'est des charges supplémentaires qui s'ajoutent aux charges existantes. Vous comprenez? Donc, dans la même lancée, les autorités aujourd'hui, notamment le ministère de l'Énergie, qui est en charge d'appliquer la politique du gouvernement en matière d'électricité, et l'opérateur EDG doivent œuvrer dans la planification, dans la prévision. Il ne faut en aucun moment que la demande, la consommation soit supérieure à l'offre. Donc, on est dans cette logique depuis plusieurs décennies. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut s'en vouloir. Moi, j'ai dit qu'on a vraiment échoué. Notre plan énergétique a échoué. Depuis l'indépendance, on n'a pas réussi à mettre en place un plan énergétique adéquat, adapté à la Guinée. Tout ce qu'on fait, tous ces investissements qu'on fait aujourd'hui, comme vous avez dit, Swapiti a été mis en service en 2021. Mais déjà, il y avait un déficit qui qui existait déjà. Donc, ce déficit aujourd'hui a été comblé. Mais l'offre, la demande est toujours croissante, mais l'offre ne suit pas la demande. Oui, mais comment expliquer qu'on va injecter plus des milliards de dollars dans la construction de certains barrages et ne pas prévoir cette croissance de la population? La réponse est que si on a fait Swapiti, moi je me dis, j'ai fait une étude sur le réseau électrique guinéen, on a une demande d'environ 50 MW par an. Ça veut dire chaque année, supplémentaire. Chaque année, on doit construire minimum une centrale de 50 MW pour pouvoir suivre la cadence. Et dès qu'on a failli à cette réaction, on a tous eu ce déficit. Et regardez, Amaria, dans le plan de développement, Amaria devait finir, je l'ai même prévu dans mon livre que j'ai écrit, j'avais dit qu'Amaria devait être mis en service en 2025. Donc le travail devait finir. Donc la production d'Amaria devait s'ajouter à Kaleta, Swapiti, etc. Malheureusement, ça n'a pas suivi. On est en déficit de production, les hydrauliques n'ont plus d'eau, ils doivent arrêter de fonctionner parce que le niveau d'eau est presque aujourd'hui, on est proche du niveau critique. Et donc, on doit, dans notre morphologie aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? On a eu 120 MW du Sénégal, ce n'est pas suffisant. Donc voilà la morphologie. Ce que les autorités planifient aujourd'hui, ils comptent sur la pluviométrie. Donc les pluies qui vont commencer dans 2 à 3 mois. Oui, très, très belle question. Et après, si le développement des infrastructures de production ne suit pas, en janvier 2025, on va revenir encore dans les délestages. Parce que l'eau va également baisser encore dans les lacs. Alors moi, j'ai envie de poser une question. Oui, Yacine. Vas-y, je te le permets. Tous, on est en train de voir ces émeutes liées au manque de courant qui se passent un peu partout dans la capitale. Cela s'explique par le fait que les gens se soient habitués à avoir régulièrement le courant. Ça veut dire que de ce côté-là, en tout cas le commun des Guinéens, je ne parle pas de vous les spécialistes, on dit que c'était une réussite pour le professeur Alpha Condé. Comment il faisait pour qu'on ait le courant?
Ou bien c'est quand on a débranché le bateau qu'on Comment est il fait tombé ça? en... Non, non, C'était quoi la stratégie d'Alpha Condé en quelque C'est sorte? pas la magie du Dieu. Non, mais écoutez, au début de son règne, il a fait face à plusieurs difficultés, si vous avez remarqué. Oui. La desserte a commencé à s'améliorer à la mise en service de Caleta. Ça, c'était en 2015. Mais Caleta a fonctionné durant environ 6 mois. Après, on n'avait plus d'eau, si vous remarquez. Les délestages ont repris en étillage 2016. Donc, on a inauguré Kaloum, on a inauguré des centrales, assez de centrales de production, notamment Kaloum 1, qui fait 24 MW, Kaloum 2, qui fait 26 MW, qui paie. Ces centrales ont été inaugurées tous environ en 2016. On a eu plus de production. Mieux, en 2019 également, il a négocié le bateau. Le bateau turc est arrivé, qui pouvait produire 115 MW. Donc sa production aussi s'est rajoutée au système existant. Et en 2021, on a inauguré Swapiti, 450 MW. Donc cette période de gestion a coïncidé à la mise en service de plusieurs ouvrages de production d'électricité. C'est pour cette raison qu'on a réussi à alimenter les abonnés environ 24 heures sur 24. Mais malheureusement, depuis 2021, on n'a plus de sous de production. On a arrêté d'investir. Et le pire, on a laissé le bateau partir en avril 2023. Soi-disant, plutôt, au lieu d'augmenter les sous de production, on a réduit les sous de production. Donc depuis, on a perdu environ 115 MW qui s'est retiré de notre système de production et on n'a plus mis de nouvelles infrastructures de production en service. Alors qu'il y a 50 MW qui vont se rajouter aussi. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors moi, j'ai cette autre question. Vous parliez justement tout à l'heure d'investissement. Aujourd'hui, quels sont les investissements nécessaires et quels sont les exemples pratiques dans d'autres États qui pourraient être appliqués à la Guinée, par exemple? Moi j'ai dit, on doit avoir un plan Marshall d'investissement sur 10 ans, d'1 milliard de dollars par an. Je l'ai dit. Et comment seront gérés Aujourd'hui, les l'investissement se situe à combien? Parce qu'on n'a plus d'investissement. Plutôt, on est en train de subventionner le secteur à plus de 400 millions de dollars par an. On parle de 400 millions de Pour aider dollars. déjà à fonctionner, pour payer les factures de Swapiti. Parce que Swapiti en IPP, pour payer la production des producteurs IPP, c'est privés. quoi? Indépendant Power Producer. Ok. Parce Donc on paye. On paye. Oh là. On paye, c'est pas nous encore, on paye la production. Wow. La tannerie, c'est une centrale thermique, c'est une centrale privée. C'est un IPP, on paye la production. Donc cet argent sert à payer le mazout, le combustible pour les Kaloum 1, Kaloum 2, mais aussi acheter l'électricité de Swapiti et Caleta. Parce que l'EDG ne se fait pas de recettes. L'EDG, c'est du social. L'électricité en Guinée, il faut dire quelque chose, c'est social, c'est pas rentable. C'est plutôt l'argent public qui est investi pour permettre aux abonnés d'avoir l'électricité. Et déjà, ne se fait pas de bénéfices. Pratiquement avec la fraude, avec le manque de contrôle, avec la baisse mais qu'est-ce de qui empêche en rentabilité. termes d'investissement de se tourner vers des énergies renouvelables? Vous avez aujourd'hui, il y a tellement de chaleur en Guinée, on peut utiliser le solaire, on peut utiliser aujourd'hui l'énergie marine, il y a l'éolienne. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se tourner vers... Est-ce qu'on a le potentiel? À date, les études ont prouvé qu'on a de très bonnes valeurs d'irradiation du solaire. Dans des zones, on peut obtenir environ 5000 kWh par jour, par mètre carré. Wow. Vous comprenez? Il y a de très bons chiffres. Mais aujourd'hui, on produit moins de 200 kW de centrales solaires. Pendant qu'aujourd'hui, les pays comme le Sénégal avoisinent les 300 MW de puissance installée en solaire et 150 MW environ en énergie éolienne. La Côte d'Ivoire, qui vient de mettre une centrale d'environ 30 MW à Boundiali au nord, ils ont 4, 5, 6 centrales solaires. En Guinée, on n'a pas du tout de centrales solaires. C'est un potentiel, mais c'est inexploité. Vous comprenez? Il n'y a pas d'investissement, on n'a presque rien fait dans ce domaine aujourd'hui. Donc, mais la faisabilité, elle est bien possible. Elle est bien possible. Il y a des zones, il y a des très bons relevés, les zones de Sigiri, les zones de Koundara, les zones de Kankan, les zones de Koubia. Il y a de très bonnes valeurs d'irradiation. Mais malheureusement, ce n'est pas mis en valeur. Donc aujourd'hui, il faut que nous trouvions de l'argent. L'État ne peut pas tout faire, je suis d'accord. Mais il faut inciter aujourd'hui les privés à investir dans ce secteur. Investir, ensuite revendre leur production à l'État. Parce que ce qui arrive, on a des exemples très bien réussis. Même à l'hydroélectricité, il n'y a pas que l'État qui doit tout faire. Il faut qu'on trouve aujourd'hui un cadre attractif pour faire venir, disons, les investisseurs. Parce que la Guinée a un potentiel en hydroélectricité d'environ 6 000 MW. À date, on n'a mis que 15% en valeur sur les 6 000 MW qui devaient permettre à la Guinée d'exporter l'électricité. Mais on n'a mis que 15%. Moins de 800 MW sont mis en valeur aujourd'hui dans le potentiel hydroélectrique. Ça, c'est un exemple. Le solaire également, avec tout ce potentiel qu'on a dans les régions que je viens de citer,
Malheureusement, on n'a pas mis en valeur. Donc, il faut trouver de l'argent aujourd'hui, immédiatement, investir. Parce que je suis même inquiet qu'à date aujourd'hui, il n'y a aucun projet d'investissement aujourd'hui en source de production. Donc, ça veut dire le déficit de production qu'on est en train de connaître, à ce rythme, quand les pluies vont s'arrêter en novembre, décembre, janvier de l'année prochaine également, je ne suis pas un prévoyant, je ne suis pas, mais... Est-ce que quelque part la crédibilité de l'État n'est pas mise en jeu vis-à-vis des investisseurs? Bon, c'est à nous aussi de trouver la question. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le... Quand vous avez aujourd'hui qu'on appelle le doing business, vous savez, il y a un classement des États. On tient compte de la sécurité, on tient compte de la propriété, de la justice, de la loi, etc., etc. Tout ceci doit... Il faut qu'on nous rendions notre cadre, disons, très attractif. Parce qu'un investisseur qui doit mettre 20, 40, 100 millions, 200 millions de dollars, et s'il n'a pas de garantie, aucun investisseur ne prendra le risque d'investir son argent sans avoir une garantie de son investissement. D'accord. Yacine, une question, 1 minute. Notre invité, 1 minute, rapidement. On est pratiquement à la fin. La plus simple, est-ce qu'aujourd'hui, la solution, ce ne serait pas déjà de restructurer EDG et de diminuer ses missions? Je suis entièrement d'accord. Certes, EDG relève du ministère de l'Énergie, la tutelle technique, mais du ministère également des Finances, comme tutelle financière. Il y a des réformes aujourd'hui à entreprendre de manière urgente pour pouvoir vraiment améliorer le service, parce que le service, il n'est pas de qualité. Également, le personnel, également les ressources humaines, également le service commercial, etc., etc. Donc, elle fait face à d'énormes difficultés aujourd'hui. J'ai envie de pleurer. D'accord. Alors, Monsieur Koulibaly, avant de terminer, on a beaucoup parlé de l'État, assez. Aujourd'hui, comment les populations peuvent accompagner la desserte en électricité? Parce qu'on parle beaucoup de l'État, mais je pense qu'il y a aussi le rôle des populations dans justement l'utilisation, parce qu'on a beaucoup de pertes d'énergie. Comment les populations aujourd'hui peuvent aider dans une telle situation? C'est ce qu'on appelle, disons, la sobriété énergétique, la sobriété, etc. Les gestes, les éco-gestes, l'efficacité énergétique. D'accord. Il est urgent aujourd'hui que 80% des abonnés. Vous savez, quand vous allez en Côte d'Ivoire ou vous allez au Sénégal, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un, éteins la lampe. Tu n'as pas besoin de lui dire. Ou bien débranche le fer à... Tu ne vois même pas le fer à repasser électrique. Les gens réparent avec lui. Tu n'as pas besoin, parce que sa poche va lui dire lui-même. D'accord. Donc aujourd'hui, cette gratuité aujourd'hui fait que nous, on n'a aucun souci, on s'en moque pas mal, on n'a aucun souci aujourd'hui d'économiser l'énergie. On laisse les appareils fonctionner, on laisse les lampes la journée. Voilà, il faut à un moment donné que nous, consommateurs également, nous faisions disons, une prise de conscience pour aider EDG, pour aider l'État. Parce que l'électricité est subventionnée. La Guinée est l'un des pays rares au monde où l'électricité est presque gratuite. C'est vrai que c'était gratuit. Parce que l'État perd presque 2/3 de la facture. L'État achète le kilowattheure environ à 1300 francs et l'État revend au tarif social à 400-500 francs guinéens. Wow. Vous comprenez? C'est des choses... Ce qui est normal aussi, parce que nous sommes dans le château de l'Afrique. On devrait payer moins. Non, attention. D'accord. Yacine, pour un service qui est mal rendu, on devrait payer moins. Il n'y a pas de problème. Yacine, on est pratiquement à la fin de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci Yacine. Merci Sagno. Merci Tamba. Merci Monsieur Koulibaly. Un mot de fin peut-être en 30 secondes. Merci de m'avoir invité. Et tous ensemble, on doit continuer cette opération de sensibilisation des consommateurs pour vraiment prendre soin des infrastructures parce que c'est un bien public. Ça marche. Il appartient à tout le monde. Alors on doit les protéger, on doit les entretenir, on doit prendre soin et penser vraiment aux éco-gestes, éteindre les lampes, éteindre les appareils quand je ne suis pas à la maison, etc. Il n'y a pas de souci. L'État fait assez d'efforts dans la fourniture d'électricité. Il prend en charge beaucoup de charges. À notre tour, d'épauler l'État, mais aussi à l'État de se tourner vers d'autres solutions. La Guinée est un potentiel hydroélectrique, certes, mais il a aussi d'autres potentialités qu'on devrait exploiter à un moment. C'était tout pour ce numéro du Open TV Show. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci